dernier morceau puisqu'on est dans les ironies pour le moins grinçantes de l'histoire, euh, dernier morceau, euh, qu'est-ce qu'on voit? On voit euh, en Europe et jusqu'il y a peu aux États-Unis, à la fois une normalisation d'un discours d'extrême droite, euh, sa reprise de plus en plus nette par les gouvernants, et notamment euh, avec des attaques contre les libertés académiques au nom de l'islamo-gauchisme d'abord, du wokisme et plus récemment, mais de façon plus virulente encore, de l'antisémitisme, ce qui veut dire que, au fond, d'une part, il y a une normalisation de l'extrême droite, et d'autre part, il y a une espèce de normalisation du fait que, les Juifs sont blancs, font partie des blancs, sont même la fraction la plus exposée du peuple majoritaire, et que par conséquent, c'est pour les défendre et au nom de l'humanisme qui est impliqué dans leur défense que l'on peut et que l'on doit se permettre le soupçon vis-à-vis de toute gauche qui aurait la moindre indulgence d'une part pour une immigration que l'on estime euh, endémiquement antisémite, et puis encore plus, et c'est plus net évidemment depuis le 7 octobre 2023, virulence contre toute forme de sympathie à l'égard des Palestiniens. Donc ça a l'air d'être assez uniforme dans toutes les extrêmes droites, mais aussi d'être le ciment d'une union entre les droites traditionnelles et les extrêmes droites des deux côtés de l'Atlantique. Sauf que, c'est vrai, et c'est totalement vrai en France. De là, effectivement, on ne trouve plus d'écrivains d'extrême droite antisémites, ou en tout cas antisionistes, que ce soit du côté de l'extrême droite hétérosexuelle Houellebecq ou de l'extrême droite homosexuelle Renaud Camus. Bien. Et on pourrait imaginer qu'aux États-Unis, c'est la même chose. Après tout, l'administration Trump est très nettement engagée, c'est le moins qu'on puisse dire, auprès d'Israël. Les États-Unis sont encore plus virulents, pour reprendre ce terme, dans leur censure de toute manifestation de sympathie aux Palestiniens, puisque ça vaut même des déportations dans certains cas. Donc tout ça a l'air d'être uniforme. Et pourtant cette extrême droite qui continue à croire aux remplaceurs, et en particulier aux remplaceurs juifs, cette extrême droite américaine, que l'on croyait éliminée parce que c'était aller trop loin à Charlottesville, parce que de toute façon, ça ne va pas dans la vision géopolitique générale des États-Unis et de la politique trumpiste et de MAGA, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à faire une union solide entre la droite traditionnelle et l'extrême droite, et pourtant elle revient. Et pourtant elle revient, il y a effectivement un certain nombre de voix particulièrement stridentes et reconnues à l'intérieur de la mouvance MAGA, que ce soit Tucker Carlson, que ce soit Candace Owens, et ces gens-là ramènent les néo-nazis qu'on croyait effacés comme Fuentes, son prénom j'ai oublié, Nick Fuentes. Or, que voit-on récemment? Grand scandale, Tucker Carlson, dont le fils, par ailleurs, s'occupe de la communication pour J.D. Vance, le vice-président, donc il est particulièrement toujours bien en cours dans le milieu MAGA, puisqu'il avait prononcé un discours lors de l'investiture, il est toujours là du côté de Trump. Et Tucker Carlson a récemment reçu Nick Fuentes, donc néo-nazi, ouvert, antisémite notoire, etc. Et tous deux
se sont répandus, sinon en propos antisémites, du moins en critique du sionisme de façon assez radicale. C'est-à-dire une manière de dire, est-ce vraiment l'intérêt des États-Unis de continuer à soutenir Israël? Et qui nous contraint de soutenir Israël? Un discours qui n'est pas totalement inconnu du côté de la droite américaine, puisque c'était le discours déjà de Pat Buchanan et des paléoconservateurs à la fin des années 90. Mais eux-mêmes avaient été écartés. Or là, voilà qu'ils font retour, et puis le scandale augmente, puisque le président de la Heritage Foundation, Roberts, là aussi j'ai oublié son prénom, et la Heritage Foundation, c'est une fondation particulièrement importante, puisque c'est elle qui a rédigé le projet 2025, qui est véritablement le programme trumpiste. Eh bien, Roberts prend la défense de Tucker Carlson, non pas de Fuentes lui-même, mais au moins de Tucker Carlson, en disant « c'est un ami, il ne faut pas le critiquer ». Et ça crée soudain une forte tension à l'intérieur de l'extrême droite américaine, avec, on se dit, des possibilités de, sinon de basculement, en tout cas de nouveaux bougers qui pourraient arriver de ce côté-là. Alors ça, on ne le voit pas du tout en Europe, ni en Allemagne, ni en France, mais aux États-Unis, là, il y a une espèce de petit cratère qui est en train de s'ouvrir. Alors je pense que on a cru à tort qu'on s'était débarrassé de cette tradition radicalement antisémite et néo-nazie. Charlottesville, oui, bien sûr, ça a été à double tranchant, mais quand même, rappelons-nous que Donald Trump trouvait qu'il y avait des gens bien des deux côtés. Un événement important, bien sûr, c'est le 6 janvier 2021, c'est-à-dire l'attaque contre le Capitole. Et là, en fait, les gens qui ont été arrêtés, eh bien, ce sont des gens qui étaient en particulier non pas déterminés par leur malheur économique supposé, puisque c'était plutôt des gens de classe moyenne, mais par la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire donc par ce slogan ou par cet imaginaire. Et évidemment, la question de l'antisémitisme n'a pas disparu. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont été tous graciés par Donald Trump. Autrement dit, les gracier, c'est dire qu'ils ont leur place. Alors, ça n'est pas nouveau, puisque Nick Fuentes, donc ce néo-nazi, ce nazi, pour le dire encore plus simplement, eh bien, Nick Fuentes, il était reçu il y a quelques années à Mar-a-Lago. Il n'y a jamais eu, du côté de Trump, une rupture avec les antisémites. Au fond, ce qu'essaye de faire Donald Trump, c'est de tenir toutes les extrêmes droites. C'est la raison pour laquelle, malgré des accidents de parcours avec Steve Bannon, Steve Bannon continue de faire partie des références et lui-même fait le pont avec les antisémites parce qu'il est dans une logique nativiste, radicalement blanche, qu'il va aller propager en Europe aussi, etc. Donc, on aurait tort de croire que ça a disparu, simplement. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressorte maintenant. C'est-à-dire que Tucker Carlson choisit d'inviter Nick Fuentes. Et Nick Fuentes, ça n'est pas seulement quelqu'un qui est critique de l'engagement pour Israël, c'est quelqu'un qui est pour Hitler. Donc ça clarifie un peu les choses. Et Tucker Carlson n'éprouve pas le besoin de l'interroger là-dessus, de le bousculer un peu là-dessus, pas du tout. C'est pas un problème. Parce que Tucker Carlson, c'est quelqu'un qui, depuis des années, est un des plus grands promoteurs de la théorie du grand remplacement, de ce slogan qui anime l'extrême droite la plus radicale. Et après tout, effectivement, Candace Owens, cette femme noire qui est un des piliers du racisme d'extrême droite, et qu'on connaît aujourd'hui en particulier puisqu'elle est visée par un procès pour avoir essayé de faire une sorte de fonds de commerce de la rumeur à la fois macronophobe et transphobe selon laquelle Brigitte Macron serait son frère. Donc ça lui a donné une petite notoriété en France, mais au fond, ça c'est juste une des manières pour elle d'exister, mais sa position politique, elle existe, et c'est une position antisémite.
Et en particulier, c'est quelque chose qui s'est joué contre Ben Shapiro, avec des remarques explicitement antisémites à son encontre. Donc ce sont des luttes à l'intérieur de l'extrême droite. Ben Shapiro étant lui-même un Un juif orthodoxe d'extrême droite. c'est ça, et qui fait partie de la mouvance MAGA, lui aussi. Voilà. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire ceux pour qui le lien avec Israël est fondamental. Et donc le fait que, par exemple, Ben Shapiro avait choisi de défendre Elon Musk, ça montrait qu'il y avait une volonté de mettre sous le tapis la question de l'antisémitisme au sens classique, c'est-à-dire le rapport aux juifs, au bénéfice d'une redéfinition de l'antisémitisme qui serait uniquement l'antisionisme, c'est-à-dire uniquement la critique d'Israël. Donc, au fond, il y a eu une volonté de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Mais le problème, il ressurgit. C'est-à-dire, est-ce que on continue d'écarter l'héritage de Pat Buchanan, mais aussi la réalité du Ku Klux Klan, la réalité de Nick Fuentes et des Groypers, c'est-à-dire ces jeunes gens qui sont entièrement acquis à cette cause d'un suprémacisme blanc radical, et qui ne sont pas seulement dans une... Enfin, il y en a chez les catholiques, il y en a chez les évangéliques. Bref, c'est quelque chose qui est très répandu dans une jeunesse d'extrême droite, blanche. On n'en a pas fini avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressort maintenant. Et ça ressort maintenant, non seulement, effectivement, du côté le plus radical, Tucker Carlson, etc., mais aussi d'un côté qui était censé être plus respectable avec la Heritage Foundation. D'où des tensions au sein de cette fondation. Parce qu'il y a quand même des gens qui disent « Oui, mais on a fait ça parce qu'on a un programme économique, parce que, etc. Et bien sûr qu'on est raciste. » Ils ne le disent pas comme ça, mais bien sûr qu'ils sont racistes. Mais il ne faut pas exagérer non plus. On va quand même pas être en plus antisémite. Donc, la respectabilité, elle se joue sur la question de l'antisémitisme. Être raciste, c'est pas un problème. Mais être antisémite, ça va pas. Et on comprend que c'est pas si exotique et que ça résonne beaucoup avec des choses qu'on voit en France aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas dire que c'est entièrement ailleurs, c'est aussi quelque chose qui se joue ici. Donc, pourquoi est-ce que ça ressort maintenant? Eh bien parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont tout gagné. C'est-à-dire que précisément le fait de mettre sous le tapis cette question, ça a permis de dire que les vrais antisémites, c'est la gauche. Mais l'idée de America First, donc l'Amérique d'abord, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas envie d'aller s'engager pour Israël. Et pourquoi on s'engage pour Israël? C'est bien parce qu'il y a un lobby juif. Et donc, au fond, le lobby israélien comme lobby juif, c'est quelque chose qui est attaqué dans une perspective isolationniste, nativiste, isolationniste. Et je crois que là, il y a quelque chose qui ressort parce que c'est un des éléments très importants dans le soutien pour Trump. C'est l'idée America First, c'est-à-dire MAGA, c'est bien ça. Make America Great Again, c'est on ne va pas se dépenser en aventure extérieure. Donc, tant qu'il s'agissait de dire qu'on ferait de Gaza une Riviera, bon, pourquoi pas? Après tout, un projet immobilier, ça, c'est pas choquant. Mais en fait, si c'est pour être embarqué dans les aventures d'Israël, eh bien, ça, c'est tout à fait contraire à cette logique d'un suprémacisme blanc radical. Alors, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'évidemment, dans le même temps, les poursuites contre les universités continuent, accusées d'antisémitisme. On l'a vu avec les présidents d'universités qui ont dû démissionner sous la pression du Congrès et donc des administrateurs, des conseils d'administration de leurs universités, des trustees, depuis Harvard jusqu'à Columbia, en passant par d'autres. Mais c'est quelque chose qui continue avec l'offensive contre l'Université de Californie, en particulier Berkeley, où on sait que Berkeley a collaboré avec l'administration Trump en envoyant 160 noms de personnes, dont celui de Julie Butler, pour des allégations d'antisémitisme, sans communiquer bien sûr les dossiers aux personnes concernées. Ce sont des étudiants et des étudiantes, mais aussi des personnels administratifs, des profs à l'université, etc. Mais ça se poursuit un peu partout, puisque par exemple, à l'université Penn, qui avait dû
laisser partir sa présidente, ou la laisser démissionner, ou la faire démissionner à la suite des attaques pendant les auditions républicaines au Congrès. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui, l'administration Trump demande à ce qu'on lui communique en quelque sorte un fichier juif pour lutter contre l'antisémitisme. Mais dans ce contexte-là, on comprend que bien sûr, l'université et beaucoup de gens hésitent. Est-ce que c'est une très bonne idée de constituer un fichier juif qui n'existe pas pour le donner à l'administration Trump? Est-ce qu'on est sûr que c'est véritablement pour lutter contre l'antisémitisme? Est-ce qu'on est sûr que l'antisémitisme, c'est seulement les gens qui manifestent pour la Palestine? Est-ce que vraiment on ne pourrait pas s'interroger sur le fait qu'il y a des néo-nazis ou des nazis, des suprémacistes blancs qui n'ont jamais renié Hitler? Là, il y a quelque chose qui vient se télescoper, mais qui pour l'instant, à mon sens, n'a pas encore été pleinement pensé. C'est-à-dire que les retournements orwelliens sont si fréquents que plus personne n'arrive à suivre. Je vais en prendre un exemple qui est celui de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'était une valeur de gauche. Le free speech à Berkeley, justement. Depuis les années 60 en particulier. Donc l'idée qu'on peut faire de la politique à l'université. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, on a vu depuis quelques décennies que la droite, ça commençait en particulier avec l'offensive contre le politiquement correct au début des années 90, et ça a continué ou repris de manière très virulente avec les attaques contre la cancel culture, en particulier autour de 2020, mais aussi le wokisme, mais aussi en France l'islamo-gauchisme, etc., etc. Toutes ces offensives reposent sur l'idée qu'on ne peut plus rien dire. Autrement dit, qu'il y aurait un macartisme de gauche. Ça veut dire qu'il y avait une utilisation de la liberté d'expression pour dire on a le droit de tout dire, ne nous embêtez pas avec des accusations de hate speech, c'est-à-dire des discours de haine qui pourraient être prohibés parce qu'ils seraient sexistes, racistes, etc. Ne faites pas tout ça, puisque au fond la seule chose qui compte c'est la liberté d'expression. D'où l'importance de Charlie Kirk qui incarnait cette liberté d'expression. Mais après la mort de Charlie Kirk, on voit bien que ça bouge. C'est-à-dire que le discours de l'extrême droite américaine, il bouge. Pourquoi? Parce qu'on dit, mais au fond, le hate speech, c'est la gauche. C'est-à-dire, c'est eux qui incitent à la violence. Donc c'est pas nous, avec nos propos sur les femmes, sur les homosexuels, sur les personnes trans, sur les noirs, les latinos, etc. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est la gauche contre la droite. C'est eux qui seraient responsables d'attentats violents contre des personnalités MAGA. Alors ça, cette version, donc ça renverse l'idée du free speech, et même Charlie Kirk va devenir l'emblème non plus seulement du free speech, ce qui était la logique classique de l'extrême droite, au moins depuis les années 90, contre les libertés académiques, c'est-à-dire arrêter de nous embêter avec le fait que les universités pourraient choisir qui elles invitent ou pas, etc. Il faut donner la parole à tout le monde, et en particulier, il faut qu'on puisse débattre, est-ce que vous êtes pour ou contre les Noirs, est-ce que vous êtes pour ou contre les personnes trans, etc. Ce qui se joue aujourd'hui, et ça a commencé à partir du 7 octobre, c'est l'idée que quand même, il y a du hate speech, et c'est l'antisémitisme. Seulement celui-là. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait étranger à la France, puisque la loi sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, elle isole l'antisémitisme, quitte à remettre le racisme à l'intérieur, mais il y a eu le choix volontaire de dire qu'on ne parlait que de l'antisémitisme dans l'intitulé de cette loi, et on sait que c'est ce qui a été utilisé, par exemple, contre le colloque du Collège de France sur Europe et Palestine, qui a été annulé sous la pression du ministre relayant la pression de la LICRA et d'autres groupes. Mais aussi, c'est ce qu'on voit aussi avec une enquête actuellement qui est lancée par le ministère dans les universités pour voir le degré d'antisémitisme. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que le racisme s'est sorti et l'antisémitisme a été au centre. Mais il permet de justifier aujourd'hui de laisser tomber la question du free speech, de la liberté d'expression, pour dire que la seule chose qui compte, c'est qu'il faut lutter contre le hate speech antisémite. Ça, c'est très frappant parce que, au fond, une grande partie de la droite MAGA, lorsqu'elle a entendu, par exemple, Pam Bondi, Attorney General, donc la ministre de la Justice, dire si, il y a un hate speech de gauche et il faut le combattre,
il y a eu une grande inquiétude. MAGA, c'est attention, ils vont revenir au pouvoir après et ils vont s'en servir contre nous. Et Trump a donné raison à Pam Bondi, qui est son ancienne avocate. Et au fond, on comprend très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous inquiétez pas, ils vont pas revenir au pouvoir. Je crois que c'est ça qui se joue en ce moment autour de ces questions, c'est que l'instrumentalisation, elle peut être radicalisée, c'est-à-dire qu'on peut basculer d'un sens à un autre. Et là, tout le monde, même l'extrême droite MAGA, s'y perd un peu, en se disant, mais vous êtes sûr que c'est une bonne idée de relancer ces idées de hate speech qui ont toujours été utilisées contre nous? Et en gros, Trump leur dit, oui, oui, ne vous inquiétez pas, on est là pour durer. Et je crois que c'est une leçon très importante pour nous simplement. Ce qui me frappe, c'est que alors que depuis des années, pour discréditer la gauche, les démocrates, donc, qui ne sont pas toujours très à gauche d'ailleurs, mais pour discréditer les universités, et en particulier la gauche universitaire, et en particulier les savoirs critiques qui portent sur les questions de genre, de sexualité, de race, etc., mais beaucoup plus généralement, il y a eu cette accusation d'antisémitisme. Or, en même temps, on voit revenir en force l'antisémitisme de l'extrême droite sous sa forme la plus radicale, qui n'est pas seulement pour dire désengageons-nous d'Israël, mais pour dire aussi on est contre les Juifs, on est pour Hitler. Et le télescopage n'a pas encore lieu. Et il me semble qu'il y a un moment où il faudra que la gauche arrive à faire entendre que quand même, cette instrumentalisation de l'antisémitisme, elle servait aussi à masquer l'antisémitisme radical d'une logique néo-nazie, qui d'ailleurs en France n'a pas disparu non plus. On le voit bien, lorsqu'il y a des candidatures du Rassemblement national, on voit surgir des tas de choses qui sentent très très mauvais. Et lorsqu'on voit par exemple des incidents en France dans les universités, certes, il peut y avoir des dérapages du côté d'antisionistes, mais enfin quand même, quand on voit des croix gammées ou des apologies d'Hitler, on peut se douter que ça ne vient pas de la gauche. Donc il est important, à mon sens, de ne pas accepter les termes qui ont été donnés depuis des années, à savoir que, au fond, on allait parler seulement de l'antisémitisme, d'une part, mais d'autre part, on allait parler, et donc non plus du racisme, mais que d'autre part, on dirait que l'antisémitisme, c'est la gauche. C'est en particulier ce qui a été véhiculé par la Anti-Defamation League depuis les années 70, c'est-à-dire l'idée d'un nouvel antisémitisme. Et ça a été repris en France sous le terme de nouvelle judéophobie par quelqu'un comme Pierre-André Taguieff. Autrement dit, c'est la gauche. La question du nouvel antisémitisme, elle est formulée, répétée autour de l'expression islamo-gauchisme. Et c'est quelque chose qu'on a vu au moment de Sciences Po en mars 2024, c'est-à-dire quelques mois après le 7 octobre, mais quelques mois aussi après les premières auditions aux États-Unis des présidentes d'université devant la Chambre des représentants. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait un événement organisé par des étudiants en soutien aux Palestiniens, qui était un événement pour Gaza à Sciences Po Paris. Et il y a eu une accusation qui a été lancée par l'Union des étudiants juifs de France dans un tweet selon laquelle une étudiante de ce syndicat se serait vue refuser l'entrée avec la phrase « Ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste ». Il y a des débats sur ce qui s'est dit, etc. Mais ça a fait grand bruit à l'époque, puisqu'on a tout de suite eu la ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est rendue à Sciences Po. Le lendemain matin, le président de la République, dans le Conseil des ministres, s'en est pris à cette attaque supposée, c'est-à-dire sans attendre les résultats de l'enquête. Et l'après-midi même, donc 24 heures après l'événement, on avait le Premier ministre qui venait forcer la porte du conseil d'administration de Sciences Po en compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur pour dire que, eh bien, on allait peut-être couper les financements pour Sciences Po, ce qu'allait reprendre ensuite Valérie Pécresse au nom de la région, mais aussi que le poisson pourrit par la tête. Mais bien entendu, ça ne visait pas le gouvernement lui-même, mais plutôt seulement la direction de Sciences Po, qui d'ailleurs était défaillante à ce moment-là, puisqu'il n'y avait plus de directeur. Bref, cette accusation d'antisémitisme a été abandonnée à l'issue de l'enquête, mais ce qui en est resté, c'est l'idée qu'il y avait beaucoup d'antisémitisme à l'université, donc des auditions pour imiter celles qui avaient déjà lieu aux États-Unis. Mais en même temps,
si on s'intéressait à ces questions d'antisémitisme, on avait un outil formidable qui était le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui comprend une enquête annuelle mandatée par la loi depuis 1990, et tous les ans, un rapport qui est remis au Premier ministre. Or, c'est la première année où le Premier ministre n'a pas daigné répondre à l'invitation à recevoir ce rapport. Autrement dit, il ne voulait pas savoir. Pourquoi ne voulait-il pas savoir? À mon avis, puisque je ne me suis pas permis de le lui demander, Gabriel Attal ne m'aurait peut-être pas répondu d'ailleurs, mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce que raconte ce rapport, c'est tout à fait différent de ce qu'on nous raconte avec le nouvel antisémitisme. Premièrement, on voit que oui, il y a un antisémitisme à gauche. Mais oui, il y a plus d'antisémitisme à droite. Ça n'est pas tout à fait une surprise, mais ça veut dire aussi qu'il y a une corrélation réelle entre l'antisémitisme et le racisme. Donc c'est pas simplement que les gens sont soit du côté des juifs, soit du côté des arabes et des noirs. En réalité, souvent quand ils sont contre les juifs, ils sont aussi contre les arabes et les noirs. Ce qui va avec le fait qu'il y a un ancrage assez fort à droite, à l'extrême droite. Donc ça contredit l'idée d'un nouvel antisémitisme qui aurait remplacé l'ancien antisémitisme. Il y a peut-être un antisémitisme nouveau, mais enfin, il n'a pas remplacé le vieil antisémitisme qui est plus fort, plus important, et qui va avec le racisme. Mais il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est que les positions par rapport à Israël, c'est-à-dire à quel point on est critique d'Israël ou au contraire soutien d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le gouvernement d'Israël? Est-ce que c'est Israël? Évidemment, les frontières ne sont pas tout à fait claires. Mais les positions par rapport à Israël, eh bien, plus on est à gauche et moins on est antisémite, plus on est à droite et plus on est antisémite, mais plus on est à droite et plus on est pour Israël. Et plus on est à gauche, plus on est critique d'Israël. Donc en fait, ça veut dire que cette association entre antisémitisme et antisionisme, elle est quand même pour le moins plus compliquée. Parce que s'il y a une corrélation inverse, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'antisémitisme du tout chez les critiques d'Israël, chez les antisionistes, etc. Bien sûr que si, bien sûr qu'il y en a à gauche, mais si on veut avoir des données chiffrées, on s'aperçoit que ça n'est pas ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire un antisémitisme ancien remplacé par un nouvel antisémitisme, et tout entier centré sur la question de l'antisionisme. C'est pas ça. Donc c'est ça qu'on ne veut pas savoir. Et je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis ne va pas nous épargner en France. Si en France, on veut croire que l'antisémitisme de droite et l'extrême droite c'est fini, eh bien non, ça n'est pas le cas, de même qu'aux États-Unis. Alors pour l'instant, il se cache un peu plus parce que c'est au fond ce qui a été central dans la dédiabolisation pour Marine Le Pen pendant toutes les années 2010. Mais après tout, on voit bien que de l'autre côté, du côté de Marion Maréchal, eh bien, la question de l'antisémitisme, c'est pas sûr qu'elle ait été tout à fait effacée. Et d'ailleurs, le rapport compliqué avec Éric Zemmour et avec Sarah Knafo pourrait venir l'illustrer. C'est-à-dire que d'un côté, Éric Zemmour n'a pas hésité à recourir à des tropes antisémites lui-même, mais d'un autre côté, quand même, il a fini par être évacué. Donc je crois que l'expérience de ce qui se passe aux États-Unis, on peut en tirer aujourd'hui deux leçons. D'une part, il ne suffit pas de mettre l'antisémitisme d'extrême droite sous le tapis pour qu'il disparaisse, il revient en force quand il se sent autorisé, légitimé. Et d'autre part, on aurait tort de croire que ce sont seulement des questions pour les États-Unis. On croyait que c'était fini aux États-Unis, ça n'est pas le cas. On pourrait espérer que ce soit fini en France, j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Bon, je crois qu'on peut finir sur cette note qui n'est pas exactement une note d'espoir, mais une note de complication supplémentaire.